Vous écoutez le RTM. Il est 13h à Bamako, la même heure partout au Mali. Le journal Soumeila Berté. Bonjour, à la une de cette édition, des pistes de solutions pour que la rentrée scolaire 2024-2025 soit effective. Le 4 novembre prochain, le Premier ministre Dr Shogel Kokalamaïga réunit les membres du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes autour de la situation des écoles. Haïti, le Kenya enverra 600 soldats supplémentaires pour renforcer la sécurité dans ce pays. C'est ce qu'a annoncé le président kenyan William Ruto suite à la visite du Premier ministre haïtien dans son pays. Guerre au Proche-Orient, l'Égypte et l'Arabie Saoudite appellent à un cessez-le-feu dans l'enclave palestinienne et au Liban. La chronique de l'environnement aujourd'hui, Agibou Koulibaly se penche sur l'économie verte au Mali comme un levier essentiel pour un développement durable et inclusif. Et puis les sports, football, l'actualité dans ces derniers jours est dominée par les qualifications de la CAN Maroc 2025. Hier, les Aigles du Mali sont allés faire un match nul 0 but partout en Guinée-Bissau. À suivre le résumé de toute l'actualité sportive en fin de journal. Voilà pour le sommaire. Soyez les bienvenus dans ce journal. À la mise en onde Absetou Traoré. L'association des écoles, les sujets étaient au centre de la réunion du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes qui s'est tenue à la primature. Le comité a pris connaissance du contenu du document élaboré par la structure restreinte mise en place auprès du ministre de l'Éducation nationale. Ce document propose des pistes de solutions pour rendre effective la rentrée scolaire 2024-2025. Le 4 novembre, le Premier ministre Dr Shogel Kokalamaïga a salué la qualité du travail abattu avant d'inviter chaque Malien à jouer sa partition en ces moments difficiles pour notre pays. On en sait plus avec Mamari Kone et Aliou Touré de la presse de la primature. La situation des écoles à quelques jours de la rentrée scolaire prévue pour le 4 novembre prochain. C'est autour de ce seul point que s'est tenue la réunion du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes. Le comité restreint mis en place auprès du ministre de l'Éducation nationale s'est penché sur la situation des écoles occupées, celles inondées et celles effondrées ou endommagées avant de faire quelques propositions. Dr Amadou Si Savané, ministre de l'Éducation nationale. Le gouvernement de la République du Mali a mis à la disposition du ministère de l'Éducation nationale un montant de 600 millions de francs CFA pour remettre en état les classes et les latrines. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a salué la qualité du document produit avant d'inviter chaque Malien à jouer sa partition. Dr Shogel Kokalamaïga. Que l'ensemble des Maliens puissent étudier le sort des enfants. Aujourd'hui, éteignons le feu qui est en train de brûler. Il ne faut pas qu'on s'arrête seulement à la fin de ces inondations. Il faut que dès maintenant, les acteurs concernés puissent rentrer dans une logique de préparation aux prochaines inondations. Parce qu'on ne sait pas, avec les dérèglements climatiques, on aura des situations extraordinaires presque chaque année. Que tout le monde s'implique à tous les niveaux. Les observations et contributions faites par les membres du comité devront enrichir le document. À noter que du 11 au 15 octobre 2024, 8 cas d'inondation ont été enregistrés à Bamako, Sikasso, Bougounissa et Kaï. 235 cas d'effondrement recensés, 2 pertes en vie humaine. Au total, plus de 4000 personnes ont été sinistrées. Du début de l'hivernage à ce jour, 667 cas d'inondation avec plus de 342 000 sinistrés ont été enregistrés au Mali. L'actualité sur les théâtres des opérations militaires, l'état-major général des armées informe l'opinion que le 15 octobre 2024, une mission de surveillance aérienne du territoire national des FAMA a permis de déjouer un plan d'attaque des terroristes, des groupes armés terroristes au nord-ouest d'Aguelok dans la région de Kidal. Grâce aux informations recueillies, les FAMA ont repéré puis détruit un véhicule de combat et mis en fuite plusieurs éléments terroristes. L'état-major général des armées rassure que la traque des terroristes se poursuit sur l'ensemble du territoire national.
Cela dit, démarré le 1er juillet dernier, la première session spéciale de la Cour d'appel de Bamako est arrivée à terme. Sur les 51 affaires inscrites au rôle, 3 ont fait l'objet de renvoi, soit un taux d'affaires jugées de 94,11%. Les peines et condamnations prononcées au cours de cette session sont les réclusions à perpétuité, les réclusions criminelles à temps, les emprisonnements fermes et avec sursis. La Cour a prononcé également les remboursements de plus de 110 milliards de francs CFA. Pour complément d'information, l'affaire dite achat de l'avion présidentiel et d'équipement militaire a été renvoyée à la prochaine session. C'est un compte rendu de Garibou Pérou. Dans les mailles de la justice, il suffit d'être innocent pour sortir sans écorchure. Après plus de 3 mois d'écoute, de débats pour la manifestation de la vérité, l'heure est au bilan. Le procureur général doctrinaire de la justice de proximité résume les résultats obtenus au cours de cette session de crimes économiques et financiers. Hamadoundi Balobo Guindo, procureur général, près la cour d'appel de Bamako. Il y avait un total de 51 affaires inscrites au rôle et qui concernaient 181 accusés, dont 18 cas d'atteinte aux biens publics, 3 cas de blanchiment de capitaux et 30 cas relatifs aux infractions de faux, usage de faux, escroquerie et abus de confiance. Au cours de cette session, la Cour a jugé 48 affaires et renvoyé 3 autres à une prochaine session. C'est ainsi que la Cour a prononcé 11 condamnations à des réclusions à temps, 6 cas d'emprisonnement ferme, 29 cas d'emprisonnement avec sursis, 77 cas d'acquittement, 30 cas de condamnation avec contumace. Au titre des amendes au profit de l'État, la Cour a prononcé la condamnation des accusés au paiement de la somme de 50 252 331 185 francs. Elle a aussi ordonné le remboursement de 111 607 710 528 francs. Au titre des dommages et intérêts, la Cour a prononcé au profit des victimes la somme totale de 498 500 000 francs. Des peines, des condamnations, des acquittements prononcés par la Cour rassurent l'ordre des bâtonniers. Mais Maître Diop résiste devant le charme des résultats et attire l'attention du procureur général. Maître Alassane Diop, représentant du bâtonnier de l'ordre des avocats. C'est avec fierté, monsieur le procureur, que je prends avec vous à l'instant qu'il y a eu plus de 60 acquittements prononcés par cette Cour spéciale pendant cette session. Mais monsieur le procureur général, attention au graphique. La justice n'est pas que graphique et statistique. La justice, c'est un idéal pour les populations, qu'elles se reconnaissent dans les décisions rendues par la justice. Message bien reçu, le premier président réserve à la corruption et à la délinquance financière un traitement exemplaire. Il engage donc les organes de poursuite car cette lutte pour lui est une exigence sociale. Faradji Baba, premier président de la Cour d'appel de Bamako. Les peines et condamnations prononcées au cours de cette session se présentent comme suit. Réclusion à perpétuité, réclusion criminelle à temps, emprisonnement ferme, emprisonnement avec sursis. Ces peines à première vue paraissent lourdes. Lourdes, elles ne le sont pas du tout. Elles traduisent la réponse de la société à des comportements déviants dont certains de ses membres ont fait montre, au mépris de nos lois et de nos valeurs morales et sociétales. Nous ne cessons de le rappeler, la délinquance économique et financière met en péril les finances de l'État en les privant des ressources nécessaires. L'affaire la plus attendue est celle relative à l'achat de l'avion présidentiel et d'équipements militaires. Elle est renvoyée à la session prochaine pour complément d'information. Il est reproché aux auteurs les faits de faux en écriture, usage de faux, atteinte aux biens publics, corruption, trafic d'influence et favoritisme. 13h passées de 10 minutes, l'actualité dans nos régions. Le ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion sociale, en partenariat avec ONU Femmes, apporte son appui dans le règlement et la gestion des conflits dans la région de Mopti. Il a initié une formation de renforcement des capacités à l'endroit des femmes et filles par membres des organisations de la société civile féminine de Mopti en matière de médiation, de prévention et de gestion des conflits. ORT Mopti, Boubacar Sankaré. Des femmes et jeunes filles leaders des organisations de la société civile féminine de Mopti seront formées sur les techniques de médiation, de prévention et de gestion des conflits. L'activité est organisée par le ministère en charge de la réconciliation avec son partenaire ONU Femmes et mise en œuvre par l'ERAR, équipe régionale d'appui à la réconciliation de Mopti. Ali Campo,
chef érard de Mopti. Les femmes sont à la fois mères, filles et les jeunes qui se battent sont leurs maris. Donc elles ont une dimension multiple, ce qui fait qu'il est tout à fait important de les donner les outils et surtout les sensibiliser pour aller au combat dans le retour de la paix et la culture de la paix. Pendant 3 jours, les participants vont se familiariser avec plusieurs modules, au nombre desquels les mécanismes traditionnels de résolution de conflits et les différentes étapes du conflit. Moussa Kanouté, représentant de ONU Femmes. Les femmes sont des véritables moteurs de changement. Sans les femmes, il ne peut pas avoir de paix, il ne peut pas avoir de réconciliation. C'est pourquoi les Nations Unies ont été impliquées à travers la résolution 1325 et pour renforcer la participation des femmes dans la gestion des conflits. Mamadou Seydou Diarra, directeur de cabinet du gouverneur de Mopti. La tâche qui nous incombe à tous pour parvenir à une stabilité sociale durable est immense et ardue. Et le chemin pour y parvenir est parsemé d'embûches. Nous devons en être conscients et nous armer en conséquence de beaucoup de courage et d'abnégation. Au terme de cet atelier, les participants vont faire des recommandations pour une meilleure compréhension des notions de conflit et de médiation adaptées à la réalité du terrain. Mopti Boubacar Sankaré et Souleymane Tebsougué pour l'ORTM. La direction 7e région, les autorités régionales de Gao étaient face au comité international de la Croix-Rouge pour échanger sur les mouvements internationaux de la Croix-Rouge, l'historique, le rôle et les principes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi que le droit international humanitaire étaient au centre des échanges. Gao, on fait le point avec Aliou Idrissa Maïga. Dialoguer et partager des idées avec les autorités administratives de la région de Gao sur le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et le droit international humanitaire, c'est l'objectif de la rencontre initiée à Gao par le CICR et la Croix-Rouge. Ataher Zaka Maïga, chef de sous-délégation CICR Gao. C'est de faire en sorte qu'il y ait ce dialogue important entre les CICR et les administrateurs. C'est la raison pour laquelle nous avons jugé important, avec le gouvernorat, de les réunir aujourd'hui ici pour un peu échanger sur leurs attentes eux-mêmes, mais aussi nos attentes. Général de brigade Moussa Traouri, gouverneur de la région de Gao. Depuis plusieurs années, le droit international humanitaire est introduit dans les programmes de formation à l'université et les écoles militaires. Aussi, tous les contingents maliens en mission de maintien de la paix sont régulièrement sensibilisés aux règles essentielles du droit international humanitaire. Malgré ce tableau certes satisfaisant, il apparaît important de poursuivre l'effort car la mise en œuvre du DIH est un processus continu et c'est dans ce cadre que s'inscrit l'organisation. Ce cadre d'échange de 2 jours sera une opportunité pour les participants de connaître l'historique, les composantes, le rôle, les principes et les emblèmes de la Croix-Rouge et la différence du CICR avec les autres militaires. Adjudant-chef Djibril, sous-préfet d'Inéis. Je pense que cet atelier-là va nous porter fruit. Ça va nous faciliter même la tâche. Encore de parler avec notre population. Abdi Ould Hamdia, sous-préfet central d'Essane. C'est une initiative très capitale. Nous avons toujours suggéré à ce que le droit international humanitaire soit respecté et partout aussi. À la fin des travaux, les participants venus de tous les cercles de la région de Gao doivent formuler des recommandations pour une bonne collaboration entre le CICR et les autorités administratives de la région. Gao, Aliou Idrissa Maïga et Al-Hassan Ahamadou pour le RTM. À Gao, il est 13h passé de 14 minutes. L'actualité hors de nos frontières. Le Burkina a commémoré hier le 37e anniversaire du capitaine Thomas Sankara. À cette occasion, le ministre en charge de la culture, Jean-Emmanuel Ouedraogo, a annoncé l'élévation du capitaine Sankara au rang de héros de la nation, l'institution d'une journée d'hommage à Thomas Sankara, la construction du mausolée, la construction du mémorial, le baptême de boulevard portant son nom. En outre, des rues de la capitale burkinabé seront baptisées en hommage à chacun des 12 compagnons de Thomas Sankara, mort à ses côtés le 15 octobre 1987. En RDC, la CPI renouvelle son enquête sur des nouveaux crimes commis par les rebelles du M23. L'annonce a été faite à travers un communiqué par Karim Khan, procureur de la CPI, dans la nuit du lundi dernier.
La quête portera en priorité sur tous les crimes présumés relevant des sauts de Rome commis au nord Kivu depuis janvier 2022. Cette annonce faite suite à la demande des autorités congolaises qui ont saisi à 2 reprises les bureaux de la CPI pour qu'ils mènent des enquêtes sur la situation dans leur territoire. En Égypte, le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman est arrivé hier au Caire, dans la capitale égyptienne. Il a échangé avec le président Abdel Fattah al-Sisi sur la situation dans la bande de Gaza. Suite à leur échange, ils ont appelé à un cessez-le-feu dans l'enclave palestinienne et au Liban. Par ailleurs, la visite a donné lieu à la signature d'un accord pour échanger, pour encourager et protéger les investissements mutuels entre l'Arabie saoudite et l'Égypte. En Haïti, des retours d'une tournée diplomatique au Kenya et aux Émirats arabes unis, le Premier ministre Gary Conille a présenté lors d'un point de presse les grandes mesures prises avec les dirigeants des 10 pays. Leurs échanges étaient axés sur le renforcement des capacités militaires et policières en Haïti. Le Premier ministre a sollicité des aides en armement et a visité une entreprise de défense émirati ainsi qu'un centre de renseignement. Pour sa part, le président Kenya, William Ruto, a déclaré qu'il va envoyer 200 soldats supplémentaires pour renforcer la sécurité dans ces pays. Et puis en France, le panafricaniste béninois Kémy Séba a été arrêté le lundi dernier à Paris. Le motif de l'interpellation n'a pas été précisé à ce stade. Kémy Séba a été privé de sa nationalité française en juillet dernier pour ses propos anti-occidentaux. Pour la même cause, il a été interpellé par le gouvernement français en 2006 et condamné plusieurs fois en France. La page des sports de ce journal, l'actualité sportive dans ces derniers jours est dominée par les qualifications de la CAN Maroc 2025. Hier sur les continents, plusieurs rencontres au compte de la 4e journée ont été jouées. Ainsi, notre équipe nationale, les Aigles du Mali, sont allés faire un match nul 0 but partout en Guinée-Bissau. Un résultat qui permet quand même aux Aigles de rester dans une bonne position dans le groupe I en vue d'une qualification. Le développement de l'actualité sportive avec Ari Dumatina. Les Aigles du Mali en déplacement à Bissau à l'occasion de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc ont fait match nul hier 0-0 au stade du 24 septembre de Bissau contre le Djourtous. À l'issue de la rencontre, nos envoyés spéciaux Abdul Karim Kaba et Mamadou Sidibé ont recueilli les impressions des deux coachs, à commencer par Tom Saintfit, le sélectionneur des Aigles du Mali. J'ai vu une équipe de Guinée-Bissau qui est très bien jouée, très agressive. Avec beaucoup d'émotions, une équipe forte avec beaucoup de qualité. Et au début, on a des problèmes de jouer notre jeu. On n'a pas contrôlé comme on a veut, mais on a créé quelques occasions. Deuxième mi-temps, la plus grande occasion pour moi, c'est 5 minutes. Dans le deuxième mi-temps, on a 3 tirs, Yves Bissouma, Bilal, et je pense Aliou, plus vite tir au but dans le 16 mètres dans une action, on doit marquer ça. Et on n'a pas utilisé nos occasions qu'on a, mais je dois dire que mon défense a aussi très bien joué, Gigi, tous les défenseurs, parce que aussi Guinée-Bissau a créé de bonnes occasions. Match nul, c'est pas qu'on veut, mais on a 8 points. On joue à Mozambique et à domicile contre Eswatini. Quand on gagne un match, nous sommes qualifiés. Nous sommes là jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on a cherché les 3 points, mais ne pas trouvé les 3 points. Mais bon, les prochains 2 matchs, le mois prochain, nous se battre pour 6 points. Dans ce groupe I, le Mozambique a battu 3-0 Eswatini. Ainsi, après la 4e journée, ce sont les Mbaba du Mozambique qui sont leaders avec 8 points grâce au goal average particulier. Suivi des Aigles du Mali, également 8 points. La Guinée-Bissau est 3e avec 4 unités et Eswatini, 1 point, est officiellement hors course. Ainsi, tout se jouera finalement dans ce groupe I lors des 2 dernières journées entre le 11 novembre et le 19 novembre. Au registre des nations qualifiées à l'issue de cette 4e journée, tout comme les étalons du Burkina Faso, les Lions indomptables du Cameroun et les Fennecs d'Algérie, plusieurs autres sélections du continent ont composté leurs billets hier pour la prochaine CAN au Maroc. Il s'agit des Lions de la Teranga du Sénégal, des Queens d'Ouganda,
des Palanga Negras d'Angola, des Pharaons d'Égypte et les Léopards de la RD Congo. Quelques surprises ont été aussi enregistrées lors de cette 4e journée. La Côte d'Ivoire, championne en titre, a été battue hier 1-0 par la Sierra Leone, ce qui relance le suspense dans le groupe G, même si les éléphants sont toujours leaders dans ce groupe devant les Chipolopolo de la Zambie. Autre surprise, la défaite des Black Stars du Ghana 2-0 devant le Soudan. À des journées du terme, le Ghana est au bord de l'élimination avec seulement 2 points dans le groupe F. Le Soudan, lui, est deuxième du groupe avec 7 points. L'Angola étant déjà qualifié. Au plan national, pour terminer, la Supercoupe Ben Oumar Sy, initialement programmée pour le samedi 19 octobre et qui doit opposer le champion en titre, le Djoliba Athletic Club, au Stade malien de Bamako, vainqueur de la Coupe du Mali, a été encore reportée. Selon le télégramme publié par la Fédération malienne de football, cet autre report à une date ultérieure est dû au retard pris dans la délivrance des licences de la saison en cours. Chronique de l'environnement. La chronique de l'environnement du jour s'intéresse à l'économie verte au Mali comme un levier essentiel pour un développement durable et inclusif. Aujourd'hui, nous examinons comment cette approche transforme les communautés locales et dynamise l'économie nationale, quels sont les impacts des projets verts sur le terrain et comment les programmes de formation proposés par Mali Folk Center Nieta prennent en compte les préoccupations des jeunes et des agriculteurs dans cette transition écologique. La réponse dans ces numéros de la chronique de l'environnement avec Aguebou Koulibaly. Au Mali, l'économie verte est en plein essor, offrant des opportunités économiques tout en préservant nos ressources naturelles. Les communautés locales bénéficient directement des projets mis en place avec des retombées positives tant sur le plan socio-économique qu'environnemental. Dr Ibrahima Togola, président du conseil d'administration de Mali Folk Center Nieta. 80% de la population malienne vit de l'agro-silvopastorale. Elle reste verte si elle est faite de façon mesurée, sans préjudice sur l'écosystème. Parce qu'aujourd'hui, si on assiste aussi à une exploitation abusive, par exemple, du côté du bois énergie, oui, la biomasse est faite pour être exploitée, on doit utiliser la biomasse, on doit satisfaire, parce que 70 à 80% de la consommation énergétique finale du Mali, c'est la biomasse, et donc elle joue un rôle important. Mais est-ce que nous pratiquons la régénération de la forêt? Donc, si c'est déséquilibré là, on ne peut pas dire que oui, elle est verte, parce que c'est la biomasse qui se régénère, mais ce que nous coupons est beaucoup plus que ce qui se régénère de façon naturelle. Mali Folk Center Nieta, une structure pionnière dans le secteur, joue un rôle clé dans cette transformation. Le Mali est en train de travailler sur l'agroécologie. Il y a des bonnes pratiques comme l'agroécologie qui permet vraiment de faire que le sol est vivant et comment nous pouvons donner au sol sa nature de vivre sainement et pour que chaque année elle puisse nous donner plus de rendement. Donc vous voyez, beaucoup de nos productions agricoles on les fait, mais si on parle de quantité, c'est que c'est sur la superficie, mais pas sur le rendement. Alors qu'aujourd'hui, il est très important de travailler sur le rendement, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Donc l'élevage aussi, qui est une pratique traditionnelle chez nous, mais qui n'est pas en stabilisation, et c'est la transhumance. Donc les gens se déplacent avec aussi tout ce que nous connaissons. L'économie que nous avons, c'est une économie de fondation, qui est une économie verte, mais dans les pratiques qui doivent être beaucoup plus améliorées pour que ça puisse avoir plus d'impact et que l'agriculteur, l'éleveur, le pêcheur puissent avoir vraiment des revenus beaucoup plus importants. L'organisation propose des programmes de formation visant à intégrer les jeunes et les agriculteurs dans cette dynamique verte. Grâce à des ateliers pratiques et des formations continues, ils acquièrent des compétences en énergie renouvelable et en agriculture durable, leur permettant de devenir les acteurs du changement de demain. Dr Ibrahima Togola, président du conseil d'administration de Mali Folk Center Nieta. Moi, je suis un passionné de la formation parce que ça fait toujours plaisir de donner une compétence à un jeune et qu'il l'utilise après. Donc je pense que c'est l'agriculture, les énergies renouvelables, l'environnement, l'écosystème, c'est un tout. Aucun pays ne peut se développer sans maîtriser son agriculture. Aucun pays ne peut se développer sans maîtriser son énergie. Au-delà des initiatives, l'économie verte s'impose comme une véritable alternative pour un Mali résilient face aux défis climatiques. Alors, investir dans l'économie verte, c'est investir dans notre avenir. Merci Aguib Koulibaly. C'est referme ce journal présentation Soumaïla Berti, mise en onde de Absetou Traoré, assisté de Fousseni Sissoko, réalisation Adam Maïga, mise en ligne Badi Touré et Amadi Sou.
Merci d'avoir été avec nous. Le prochain rendez-vous de l'information, ce sera à 19h30 avec Moïse Traoré. Dans un instant, retrouvez la page des avis et communiqués, une présentation de Astan Tangara. Passez un agréable après-midi. Au revoir.